Salut, c'est Jessie. Récemment, une de mes lames a été publiée dans Blade Magazine, la plus grande revue de coutellerie mondiale. Quelqu'un a vu ma lame dans le magazine, il m'a contacté et m'a commandé non pas une, mais deux de ces lames avec des sayas assorties. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime vraiment fabriquer ces lames de style japonais. Dans le passé, j'ai fabriqué des lames comme le Enma et j'ai réalisé mon katana en damas à 8 000 $. Je voudrais appliquer à ces deux pièces juste là tout ce que j'ai appris avec ces deux dernières réalisations. J'apprécie mes clients et j'aime parfois leur offrir une petite surprise sur leurs pièces. Je pensais augmenter la complexité du damas avec un motif Firestorm ou mosaïque torsadé, mais il a répondu par email préférer exactement ce qu'il avait vu dans le magazine plutôt qu'un motif torsadé classique. Heureusement que j'ai posé la question à temps, sinon j'aurais dû tout recommencer. L'acier damassé est composé de deux types d'acier alternés, l'un riche en nickel et l'autre sans. Je vous conseille de ne pas chercher la définition sur Google pour en savoir plus. Cette différence fait que, lors de la gravure ultérieure, l'acier au nickel reste brillant et l'acier foncé demeure très sombre. En tant que forgeron, j'ai le pouvoir de manipuler ces couches et de créer un motif qui sera visuellement attrayant par la suite. La seule façon de vraiment combiner ces deux types d'acier différents en un seul bloc solide est un procédé appelé soudure à la forge. Dans ce procédé, on chauffe le bloc à environ 1150 à 1200 degrés Celsius, puis on les presse ensemble avec une force énorme. Bien que d'autres possèdent des marteaux pilons, mais si j'en avais un dans ce garage, ça ferait trembler toute la maison. Le bloc se consolide et gagne en longueur, il est donc temps de réfléchir aux prochaines étapes du processus. Je vise un motif damas torsadé, donc je dois étirer ceci en une longue barre carrée. Les blocs dans ma presse empêchent mon bloc de descendre en dessous d'une certaine taille. Comme ils font exactement un pouce sur un pouce, mon bloc finira par faire exactement un pouce sur un pouce. Je casse les coins de ce carré pour éviter, au moment de tordre, certains défauts qui apparaissent lorsqu'on a encore ces coins aiguisés. Une fois satisfait de la section transversale, j'ai laissé refroidir le bloc pour pouvoir le couper en deux. Waouh, ça a vraiment marché. Même si mon client a commandé deux tantaux identiques, je voulais qu'il puisse les différencier, donc l'idée était de les torsader dans des directions opposées. J'utilise une clé à tuyau modifiée pour tordre ces barres. C'est simplement une grande clé avec un bout d'acier soudé sur le manche. Il existe de meilleures méthodes pour tordre et j'en montrerai quelques-unes à l'écran. Mais j'ai toujours aimé celle-ci pour sa simplicité et son efficacité. Ce n'est pas mal, c'est même une bonne quantité de torsion, au moins pour une chauffe. Mon dernier lopin a été tordu dans le sens horaire, donc je devais tordre le deuxième dans le sens anti-horaire. Les petites écailles qui tombent du lopin pendant que je le tords s'appellent la calamine. C'est très chaud et ça vole partout, donc à chaque torsion, je me brûle beaucoup. Pour ce lopin, je visais à peu près une torsion par pouce de matière, ce qui donnait 8 à 10 torsions au vu de sa taille. Il existe trois principaux types de lames japonaises. Le katana, qui est longue, le wakizashi de taille moyenne et le tanto que je fabrique ici. Ces trois types de lames ont des restrictions de longueur précises et le tanto doit mesurer moins de 12 pouces seulement pour la lame. Je n'avais pas beaucoup de matière, mais j'étais assez sûr de pouvoir l'étirer plus tard jusqu'à la longueur de lame voulue et d'avoir encore assez pour la soie. J'aime presque tous les outils dans mon atelier. Je les choisis minutieusement pour qu'ils correspondent à ma méthode de travail et ne prennent pas de place inutile. Mais s'il y a un outil que je déteste le plus, ce serait assurément la meuleuse d'angle. Toutes les meuleuses d'angle que j'ai utilisées dans mon atelier vibraient énormément.
Vous pouvez voir sur ma main gauche que je porte un gant de soudure pour tenter d'absorber une partie des vibrations. Et même avec le gant, mes mains étaient pratiquement engourdies quand j'avais fini de meuler ces lopins. Lors de la forge d'un katana, il existe une étape nommée Sunobe. Cette étape consiste à préparer votre ébauche pour être prêt à forger cette géométrie complexe. Et c'est ce que je fais ici. J'amincis mon lopin à une épaisseur uniforme de 3/8 de pouce et coupe l'excédent pour préparer le forgeage de la lame. Je voulais utiliser mon outil de coupe à chaud hardi pour enlever le matériau excédentaire. Mais quand j'ai voulu le prendre, je ne l'ai pas trouvé et j'ai commencé à chercher partout dans mon atelier pour le retrouver. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai alors commencé à chercher dans ma presse en enlevant le panneau et en regardant à l'intérieur avec mon téléphone. Oh là là, il est dans le coin du fond, tu vois ça? Comment c'est tombé là-dedans? Waouh! J'ai le droit de couper le matériau sur la soie perpendiculairement à la longueur de la lame, mais pour la pointe, je dois l'incliner. Cela est dû à la méthode de forge des lames japonaises, où la pointe est coupée en biais puis repliée vers le haut. Traditionnellement, on fait cela pour que le grain continue le long du tranchant, et pour éviter d'avoir de l'acier doux à l'extrémité de la lame. Je le fais car j'utilise du damas et je veux que le motif continue jusqu'à la pointe de la lame. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la géométrie des katanas japonais, de nombreux aspects m'étaient totalement inconnus. La géométrie que je vise s'appelle la géométrie Shinogizukuri, et dans cette géométrie, il faut biseauter. Il faut aussi en quelque sorte biseauter le bord arrière de la lame. Un katana n'est pas exactement une arme à simple tranchant, c'est plutôt une moulure de dague asymétrique. Considérer la lame comme une dague plutôt que comme une arme à simple tranchant est l'une des choses qui m'ont le plus aidé à progresser dans la forge et l'affûtage des lames japonaises. Il est impossible de forger toute la géométrie de la lame en une seule chauffe. J'ai donc dû travailler progressivement à partir de la pointe. En gros, je faisais les biseaux de la colonne, les biseaux arrière, puis les biseaux de la lame, et je répétais ce processus encore et encore jusqu'à atteindre la longueur dont j'avais besoin. En me renseignant, j'ai réalisé que je faisais une étape que je pensais maîtriser, complètement à l'envers. Et cela consistait simplement à isoler la matière pour la soie. Cet épaulement devrait être du côté de la colonne de la lame, pas du côté tranchant. À long terme, cela n'a aucune importance, car on nettoie de toute façon les épaulements à la meuleuse. Cependant, je voulais garder chaque aspect de la forge aussi traditionnel que possible, et c'était l'un des aspects à changer. J'aime garder la pointe pour la fin lors du forgeage, cela permet à l'ensemble de prendre forme. A enfin terminé. En l'état pour la microstructure de l'acier est vraiment dans un état déplorable. Les grains sont irréguliers avec de nombreuses contraintes dues à la forge. La normalisation comprend 3 phases de chauffage et de refroidissement. Mon outil préféré pour cela est mon four de traitement thermique Paragon. J'avais l'habitude de faire ça avec ma forge, mais c'est beaucoup moins précis et le produit final est en fait nettement moins bien.
Après avoir normalisé mes lames, il était temps de les meuler pour le traitement thermique. Je ne l'ai pas montré à la caméra, mais mes lames ont vrillé pendant la normalisation, ce qui arrive souvent avec le damas torsadé. J'ai passé du temps à les redresser parfaitement. Pour les menuisiers, je comparerai cette étape à l'application de la finition sur votre pièce finale. Cela met en valeur les détails et dissimule certains défauts de forgeage. J'affine aussi pas mal la lame pour qu'après la trempe, je n'ai pas à meuler toute cette matière durcie. La trempe donne en quelque sorte son âme au couteau. Je sais que ça peut sembler cliché, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment enlevé beaucoup de matière là-dessus, c'est carrément fou. Regarde l'impressionnante différence d'épaisseur. J'ai réduit de moitié l'épaisseur du bord. Le premier, sans échelle, est à 610 grammes. D'accord. Après meulage, il est à 100 grammes de moins. C'est encore pas mal. Très bien, c'est l'heure de la trempe. 1500 comme toujours. En fait, je vais mettre le tranchant vers le bas pour que ce soit plus facile à attraper. D'accord, je suis un peu stressé. J'espère que ça va marcher. Ce que je faisais avec la lime, c'était tester la dureté des lames. Les limes achetées sont généralement très dures, autour de 65 à 66 HRC. Si c'est difficile de rayer la lame avec la lime, alors je sais que la lame elle-même est dure. Il n'y a pratiquement aucune déformation, mais le tranchant bouge un peu, donc je dois le réaffûter pour le recentrer. Après la trempe, la lame est très dure, mais aussi très cassante. Si elle tombait par terre, elle se briserait probablement comme du verre. Je mets les pièces d'aimant dans mon four de traitement thermique à 400 degrés Celsius pendant 2 heures et je répète le processus une deuxième fois. Cela réduit la dureté à un niveau où ça reste ferme mais flexible, sans risque de se briser. À l'heure actuelle, mes tantaux ont la même dureté depuis la soie jusqu'à la toute pointe. Pour que ma soie elle ne soit pas trop dure, j'utilise mon chalumeau pour la chauffer et je la laisse refroidir lentement dans ce seau de vermiculite. Cela va la rendre beaucoup plus tendre, donc on laisse refroidir lentement. La géométrie des lames japonaises ne se limite pas à une seule section transversale. Cette lame a besoin de ce qu'on appelle un effilement distal. Et pour le faire avec précision, je prends des mesures tous les centimètres sur toute la longueur de la lame. 2,59. En ce moment, ma soie a un bel effilement distal, ce qui est super important pour le habaki. Mais la partie la plus épaisse de la lame est à peu près ici. Mais il faut qu'elle soit plus épaisse ici. Après avoir mesuré les deux lames, il était temps de corriger la légère déformation présente sur ces tantaux. Mon outil préféré pour cela est un marteau à panne ronde en carbure. C'est une procédure non invasive et rapide. L'une des choses intéressantes à propos de la trempe, c'est que c'est l'une des choses les plus violentes que vous puissiez faire à votre pièce. Et en fait, vous ne pouvez pas vraiment meuler très finement avant la trempe. Mais maintenant que ma lame a été trempée et sortie avec succès, je peux la meuler aussi finement que nécessaire. J'ai un peu un traumatisme avec cette étape finale de meulage. Lorsque j'ai débuté la fabrication de couteaux, comme beaucoup, la première chose que je voulais faire était un katana. J'ai pris de l'acier, forgé une forme de katana, puis je suis allé le meuler. Le problème était qu'à l'époque, je n'avais aucune mémoire musculaire pour la meuleuse, et j'ignorais qu'il fallait considérer la lame comme une dague. Mon biseau central se rapprochait trop de la colonne. La pièce ne ressemblait plus du tout à un katana, j'ai dû l'abandonner pour passer à autre chose.
Une particularité des lames japonaises est l'importance de la pointe dans leur géométrie. Il y a une ligne appelée la ligne yokote et elle sépare la pointe du reste de la lame. Dans ma vidéo sur l'ENMA, j'ai peut-être dit que les lames sans yokote sont mal fabriquées, mais en fait, toutes les lames japonaises n'ont pas nécessairement un yokote. La mienne en a un, c'est pourquoi je la nettoie souvent, mais quand j'ai dit que les gens ne le faisaient pas correctement, ce n'était pas vrai. C'est vraiment pas mal du tout. À chaque affûtage d'un couteau comme celui-ci, j'ai envie de le garder pour moi, même si c'est pour un client. Pour le polissage manuel, les seules options sont le papier de verre et les pierres. J'aime utiliser du papier de verre comme tout au long de ma carrière de fabricant, mais je sais que beaucoup utilisent aussi des pierres. Le truc, c'est que je sais que les deux sont nuls et qu'ils prennent beaucoup de temps quoi qu'il arrive. L'utilisation de papier de verre ne permet pas de créer des formes géométriques et précises. Cette ligne ne peut donc pas être réalisée avec cette technique. Je ne peux pas déplacer cette ligne, je dois utiliser la meuleuse pour la pousser dans ce sens. Tout comme Cam de Blacktail Studio dit que s'il pouvait sous-traiter quelque chose, ce serait le nettoyage des plateaux, moi je choisirais le ponçage à la main, c'est la seule chose que je pourrais confier à quelqu'un d'autre. C'est l'étape du processus qui n'apporte vraiment rien si tu as déjà une bonne géométrie de lame, et ça prend juste beaucoup de temps à chaque fois. Je ne pense même pas que les forgerons traditionnels japonais polissaient eux-mêmes leurs lames la plupart du temps. Je sais qu'ils étaient formés pour le faire, mais ils n'avaient pas à le faire en général. La première lame est montée jusqu'à 220. Mais je dois travailler le dos de la lame, et comme la géométrie n'est pas parfaite, je dois un peu limer. Cela réduit la dureté de l'acier pour éviter qu'il devienne fragile, tout en conservant une dureté suffisante. La lime peut attaquer le métal, mais glisse presque sur sa surface sans grand effet. C'est tellement net que je pourrais me couper. Aïe. Avec le progrès dans le ponçage manuel, j'arrive à garder des lignes plus nettes. Je pense que c'est parce que je garde mon bâton de ponçage beaucoup plus stable en main, j'évite ainsi d'abîmer les arêtes. Une astuce que j'ai apprise est de pulvériser du fluide film sur ma lame une fois que j'ai atteint le grain souhaité. Ce produit est principalement un anti-rouille qui protégera la lame pendant que je travaille sur le habaki et le saya. Justement, il est maintenant temps de travailler sur le habaki. Pour fabriquer le habaki, j'utilise du cuivre ordinaire. Beaucoup de pièces historiques sont composées de matériaux comme l'or et l'argent, mais le plus courant restait le cuivre. Pour vous qui regardez, le habaki c'est l'une des pièces les plus agaçantes à fabriquer sur une lame japonaise, malheureusement pour moi. Pour moi, c'était la partie la plus complexe du katana à concevoir et fabriquer. Comme beaucoup, j'ai regardé des vidéos de Man at Arms où ils fabriquaient des katanas, mais ils ne montraient pas vraiment la fabrication du habaki. Il y a disait simplement que leur fabrication était vraiment pénible et assez compliquée. J'ai dû fabriquer moi-même 5 ou 6 habaki pour bien comprendre l'ordre correct des opérations. En martelant le cuivre à froid pour lui donner la forme souhaitée, il subit un écrouissage. Au cours de ce processus, il devient beaucoup plus dur et beaucoup plus cassant, et il ne se déforme plus aussi bien sous le marteau. Donc, ce que je fais, c'est que je le recuis, et à chaque fois que je le mets dans la forge et que je le trempe dans l'eau, il devient en fait plus malléable. Si ces couleurs sont bonnes, le rouge signifie qu'elles sont très malléables. Le habaki est une pièce qui s'enroule autour du katana. Je le plie et me prépare à l'insérer sur la soie. Je dois faire très attention au pliage, sinon il sera complètement décentré. Ah, c'est parfait. Cette étape intermédiaire ici, où je martèle le habaki sur une barre de 6 mm, est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises à faire pendant ce processus. En fait, quand on plie le habaki, le bas du pli commence à se courber un peu, donc ce n'est pas plat tout autour.
Le fait de le marteler sur cette barre de 6 mm et d'utiliser la barre pour l'enfoncer dans le habaki permet de bien tout garder d'équerre. D'accord, tous les habakis ont cette sorte d'encoche en U parce qu'ils sont censés envelopper la base du sabre. Je vais utiliser une lime pour creuser ça profondément. Je ne l'avais pas fait assez profondément sur le katana en damas, mais maintenant que je suis plus expérimenté, je vais le faire avant de plier. Ouais, bah, j'adore les gros alims. La grosse lime était efficace, mais je voulais tester mon nouveau jouet. J'ai enfin acheté une fraiseuse et une vidéo à ce sujet sortira bientôt, mais je n'ai pas encore eu le temps de la monter. Ah, je pense qu'elle est plutôt bien. Je vais finir le reste du limage. Des rainures équivalentes ont été taillées, mais l'une a pris un quart d'heure en moins. Les rainures du habaki étant taillées, il était temps de les ajuster à la soie. Et ce qui est si cool avec le habaki, c'est qu'ils sont faits sur mesure pour la lame sur laquelle ils vont être montés. Et cela signifie que même si j'ai deux tantôt, ces habakis ne s'adapteront qu'à l'un d'eux. Cette fois-ci, je me suis assuré d'avoir un effilement distal régulier. Maintenant qu'il s'ajuste ici, je peux simplement tirer et il remontera facilement jusqu'à l'épaulement. À partir de maintenant, je martèle le habaki sous tous les angles pour obtenir un contact presque total avec la lame afin de l'ajuster parfaitement à la soie. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait pour le habaki a été assez complexe, mais l'étape suivante est 100 fois pire. Je dois limer un morceau de cuivre et le souder sur le bord du habaki pour en faire une boucle totalement fermée. Une façon de voir ce coin, c'est que si cette partie n'allait pas vers l'intérieur, ce coin aurait la même taille et la même épaisseur que la lame. Donc je dois le meuler pour qu'il s'adapte à cet espace. Si tu es un passionné d'informatique, tu sais que le cuivre conduit très bien la chaleur, et quelque chose d'aussi petit chauffe extrêmement vite avec la meuleuse. Donc quand j'enlève la majeure partie du matériau, je le tiens avec cette paire de pinces pour ne pas me brûler la main. Et tu peux réellement voir le cuivre chauffer. Quand tu vois ces couleurs arc-en-ciel se déplacer dessus, ce sont des couleurs d'oxydation, et elles n'apparaissent que lorsque le cuivre chauffe. D'accord? Avec le habaki sur la lame, je peux juste... C'est prêt à souder, et je peux le réassembler. Avec tout bien en place, il est maintenant temps de faire un peu de soudure. Il existe sûrement de meilleures méthodes pour cette étape de soudure, mais c'est la plus efficace que j'ai trouvée jusqu'à présent. Ce que je fais, c'est que je mets quelques baguettes de soudure sans plomb à l'argent là-dedans et j'ajoute un peu de flux. Ensuite, mon brancheur, je chauffe le tout avec un chalumeau. Et quand la soudure fond dans les crevasses, je sais que j'ai atteint la bonne température. J'ai le problème de mettre beaucoup trop d'acier dans mes lopins d'origine, et pareil, j'ai mis beaucoup trop de soudure dans ce habaki. Par gourmandise ou non, je dois limer l'excès de soudure pour que ça s'adapte à la soie, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Quand j'étais satisfait de l'ajustement, il était temps de passer à la meuleuse et d'enlever pas mal de matière. Je fais mon habaki extrêmement épais avant la soudure, donc je dois beaucoup les meuler après. Et ce processus prend pas mal de temps, parce que comme vous pouvez le voir, je le plonge dans l'eau à chaque passage sur la meuleuse. Ces deux morceaux de laiton deviendront les sépas de mon tanto. Ces deux tantos ne sont pas très traditionnels, mais je voulais quand même ajouter les sépas. C'est une belle transition entre le habaki et la poignée.
La scie de bijoutier est très efficace pour découper précisément les objets selon la forme désirée, mais il faut d'abord percer un petit trou pour commencer. Une fraiseuse effectue toutes les tâches d'une perceuse à colonne, mais de manière plus efficace. Elle offre un contrôle de vitesse plus précis et la machine est globalement plus rigide, réduisant les chances de déviation. J'ai des forêts vraiment superbes. Regardez. Je pense qu'ils sont en aluminium ou quelque chose comme ça. Je peux venir ici chercher n'importe quelle taille dont j'ai besoin. Lorsque j'ai acheté cette fraiseuse, j'ai tenu à avoir un mandrin de serrage que je peux serrer à la main. C'est bien plus pratique, plus besoin de passer des minutes à chercher ma clé à chaque fois. Je suis un forgeron, pas un joaillier, mais j'utilise une scie de joaillier pour mon travail. Je sais que l'algorithme de YouTube a tendance à recommander mes vidéos aux artisans en général, pas seulement aux forgerons. Si certains d'entre vous sont joailliers et avez des techniques pour l'utilisation de la scie de joaillier, faites-le moi savoir dans les commentaires. Super. Mon utilisation de la scie de joaillier manque de précision, je dois donc encore limer pour une adaptation parfaite à la soie. Heureusement, j'ai ces minuscules limes qui rentrent parfaitement dans la fente. Ça semble bien, ça devrait presque rentrer. D'accord, j'ai menti, je t'ai menti. Regarde ça. Parfaitement ajusté. Il ne me reste plus qu'à recommencer. Youpi. Les entretoises finies, il était temps de partir chercher du bois. Le premier endroit où je voulais aller était le même que celui où j'avais été pendant mes constructions dans ma. Cet endroit convient vraiment aux menuisiers classiques, donc il est plus difficile d'y trouver des essences de bois plus exotiques. Ils avaient les essences habituelles comme le peuplier et l'érable ondé. Mais cette fois, je voulais quelque chose de plus intéressant. Ensuite, il y avait l'entrepôt de Turner qui propose une grande variété de matériaux et d'outils pour tout type d'artisans. Si vous êtes dans le coin, je vous recommande vivement d'y jeter un œil. Je pense que le bleu serait un peu kitsch. Je vais prendre beaucoup de choses ici pour être honnête. Mes réserves commencent à s'épuiser sérieusement. Une fois sec, c'était tellement ovale que je ne pouvais pas faire un cercle. Donc, j'ai juste pris un arbortec et je l'ai sculpté avec une meuleuse d'angle. C'est un bol sympa, mais pas ce qui était prévu initialement. On a des trucs vraiment incroyables comme ça parce que le veinage est tout simplement phénoménal. Quel bois est-ce? C'est une variété de chêne. Mais c'est un grain beaucoup plus dense, tu sais. Les chênes ont un grain ouvert. Ouais. Et puis tu obtiens ces reflets comme des ondulations scintillantes à l'intérieur. Je crois que ce morceau de bois me parle plus que tous ceux que j'ai ramenés. Regarde comme il est beau, il vient d'Australie, il a plein de veines, on l'appelle le Blackwood de Tasmanie. C'est vraiment joli. J'utiliserai le même bois pour la saya et le manche, donc j'ai eu de la chance de trouver cette longue planche qui traînait. Le bois noir de Tasmanie est l'un des plus beaux bois que j'ai vus. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps à chercher un morceau de bois pendant cette sortie et que Chad me l'a donné gratuitement. Mais en tant qu'artisan, je dois garder à l'esprit que j'essaie de fabriquer le meilleur produit possible pour mon client, quitte à utiliser un vieux morceau de bois plutôt qu'un neuf. Traditionnellement, la faux et le manche étaient fabriqués en prenant deux morceaux de bois, en creusant la rainure, puis en les assemblant. Avant de sculpter, je devais m'assurer que les deux morceaux de bois étaient parfaitement plats. C'est ainsi que débuta la partie la plus longue de tout ce projet. C'est bien plus dur que le peuplier. Les bois durs australiens sont magnifiques, mais extrêmement durs, hein, parmi les plus durs au monde. Je le savais avant de commencer, mais il y a une grande différence entre savoir quelque chose et vraiment le réaliser.
Sculpter le saya en peuplier pour le katana que j'ai fabriqué récemment était très facile. Le bois se travaillait aisément sous le ciseau. Mais ce bois-là, il ne voulait que s'écailler. Il ne voulait pas se couper, et j'ai dû affûter mes ciseaux environ 10 fois par heure. La beauté de YouTube, c'est que tu peux ressentir de la joie à partir de la douleur d'autrui. Par exemple, Fail Army sur YouTube a un total de 4,4 milliards de vues, et tout leur concept repose sur des gens qui se blessent et des choses qui explosent. Une autre chaîne similaire est Daily Dose of Internet. Bien que toutes ces vidéos ne montrent pas des gens qui se blessent, une bonne partie le font, et ils totalisent 13 milliards de vues. En gros, tu es en train de regarder un jeune asiatique de 22 ans sculpter du bois dur australien. Si tu ne regardais pas ça à travers le prisme de YouTube, tu trouverais ça extrêmement ennuyeux. C'est beau de voir comme YouTube peut transformer quelque chose d'aussi monotone que de creuser une rainure avec un ciseau à bois en une expérience relaxante et agréable. Attends, j'ai réussi. Si je serre ces deux-là ensemble et que la lame glisse toujours dedans, ça veut dire que je suis plutôt bien parti. C'est pas mal du tout, c'est vraiment bien, honnêtement. J'ai fait une erreur monumentale. J'ai toujours procédé ainsi, hein, c'est si simple pour moi d'enlever la matière. Regarde ça. Ça s'enlève tout seul. Qu'est-ce que c'est? Je viens de perdre environ 4 heures à essayer de sortir le gros du matériau par l'autre côté. Donc sculpter les blocs de poignée pour ces deux tantôt m'a pris environ 7 heures et je sens une tendinite arriver. Alors je pense que pour sculpter le saya, qui représente environ 3 fois le volume de sculpture, je dois optimiser ce processus. Finalement, j'ai acheté une détoureuse. Ce n'est pas vraiment traditionnel parce que je ne sais pas si le Japon féodal avait des défonceuses, mais ça va sauver mes coudes et ça donnera un meilleur résultat. Céder et acheter une détoureuse, c'est clairement une de ces choses que j'ai voulu éviter pendant très longtemps. Mais je pense que la raison pour laquelle j'évitais d'en acheter une, c'était juste de l'entêtement pur et simple. En réalité, c'est tellement mieux que d'utiliser un ciseau à bois dans la plupart des cas. En creusant, je devais veiller à ne pas dépasser la ligne tracée au crayon. Je devais m'en approcher au maximum et finir ensuite avec des ciseaux à bois. En fait, c'est vraiment très bien, mais cela aurait pris toute une journée à faire à la main. Je n'aurais pas pu le faire aussi proprement sans cette détoureuse. Je suis ravi de mon achat, hein, cela m'évite bien des éclats. Après avoir dégrossi la majeure partie du matériau sur la première série de saya, j'ai réalisé qu'il était plus rapide de coller directement les manches ensemble. Je vais juste continuer à l'insérer et à le retirer. Pause. Avec les manches collées ensemble, il était temps de reporter mon attention sur le saya. J'ai laissé cette partie du bois intacte avec la défonceuse pour la nettoyer avec les ciseaux à bois. Traditionnellement, seuls deux points de contact existaient entre le saya et la lame, la pointe et le habaki. Actuellement, je travaille sur la pointe en sculptant un négatif parfait de celle-ci. Pour la poignée, il y avait une certaine marge d'erreur parce que j'allais la coller à l'époxy plus tard, mais pour cette partie, ça allait être du bois contre du métal, et je devais m'assurer que ce soit presque parfait. L'inventeur de la construction du saya était un génie. Cette petite encoche a toute son importance. Elle sert en quelque sorte de système d'évacuation du saya. Elle récupère l'excès de poussière et d'huile qui s'accumule lorsque l'on insère et que l'on retire la lame au fil du temps.
Si une chose devait être ajustée comme un gant, ce serait ça. Le habaki doit parfaitement s'adapter au rebord du saya. Cela permet d'éviter que la lame ne tombe lorsqu'elle est insérée dans le saya et empêche l'humidité et d'autres éléments de pénétrer grâce à cet ajustement. Le travail du bois est souvent plus complexe que celui du métal à plusieurs niveaux. En métallurgie, s'il y a un trou dans quelque chose que vous devez réparer, ou si vous devez ajouter plus de matière à quelque chose, vous pouvez simplement souder plus de matière. Mais en menuiserie, si vous cassez quelque chose, vous ne pouvez pas simplement recoller la pièce, car souvent elle se détache sous forme de copeaux ou de poussière. Oh oui, on est bon de ce côté. Maintenant, je dois juste faire la même chose de l'autre côté. Oh mon Dieu! Oh, c'est magnifique. Le saya était prêt à être collé. J'ai dû utiliser mon cortex préfrontal pour la première fois. Le problème est qu'après avoir collé le saya, il m'est impossible de localiser la rainure intérieure. Cela signifie que, lors du façonnage ultérieur, je risque facilement de poncer accidentellement cette rainure. Donc ce que je fais ici, c'est que je façonne un des côtés afin que, lorsque je les collerai plus tard, je sache exactement quelle taille je veux donner à mon saya. Je vais simplement mettre un peu d'huile à l'intérieur, là où il n'y aura pas de colle. Comme ça, lorsque la lame entrera ici, elle ne touchera pas juste un morceau de bois sec. Et regardez-moi ça, on commence à voir ce magnifique veinage du bois. Oh là là, c'est vraiment un bon choix de bois. Chat, attendez, je ne suis pas un streamer. J'essaie cette nouvelle époxy pour ce collage et je n'utilise pas de colle à bois. Je pense que ça tiendra mieux sur le long terme. D'accord. Une fois la colle du saya durcie, il fallait nettoyer la transition entre le saya et le sépa. Je n'avais pas beaucoup à faire, je devais seulement enlever environ 1 mm de matière. Pour le koiguchi, j'utiliserai ce bois noir d'Afrique. Il est vraiment très dense, il coule dans l'eau, il se polit jusqu'à devenir presque noir de jet, comme de l'ébène mais sans les problèmes de rétrécissement ou de fissure. Donc koiguchi est un nom assez drôle, mais il a en fait un rôle très important dans la saya. Les sayas étaient généralement fabriqués dans un bois assez tendre, ce qui signifie que lorsque vous sortiez la lame, elle entaillait la saya à chaque dégainage. Pour éviter ça, un matériau plus résistant est utilisé autour du bord de la saya, afin d'empêcher que la lame ne coupe le bois. Les gens utilisent généralement de la corne de buffle, mais j'ai choisi d'utiliser du bois dur. À cette étape, il est crucial de couper à l'intérieur des lignes. Si la pièce n'est pas parfaitement hermétique contre le habaki, cela se verra clairement sur l'aspect final, pas seulement au toucher. On y est presque en fait. Oh oui, regarde cet ajustement. Ah, je me disais que ça allait un peu trop bien. Regarde. Après avoir pris le temps de fabriquer un autre koiguchi avec soin, il était temps de le fixer sur le saya. Je me suis aussi rendu compte qu'il était vraiment difficile de serrer ça exactement à l'endroit voulu. Alors j'ai décidé de devenir moi-même la pince et de le maintenir en place aussi longtemps qu'il fallait pour que la colle sèche. Une fois que la colle à bois a pris, je voulais aussi coller le sépa à la poignée. J'allais utiliser une méthode de construction non traditionnelle en collant la lame à la poignée avec de l'époxy afin de pouvoir les façonner ensemble plus tard. Je crois que c'est presque sec à présent. Le moment est venu de prendre la saya et la poignée très brute et de leur donner vraiment une forme esthétique. Traditionnellement, la saya et la poignée sont rondes, mais je voulais innover. La première chose à faire pour façonner la saya, c'était de réduire son épaisseur d'environ 30 à 40%.
J'avais laissé les blocs très épais pour avoir une prise pendant la sculpture de la saya. Mais une fois tout sculpté et collé, il n'y avait plus de raison de la garder épaisse. Alors j'ai pris une bande abrasive de grain 36 et j'ai commencé à retirer beaucoup de matière. En façonnant cela, j'hésitais entre une géométrie octogonale et circulaire, puis j'ai réalisé que je pouvais faire les deux. J'ai choisi une saya octogonale qui se transforme en manche circulaire et je trouve le résultat final vraiment très joli. Vous savez, Wrangler Star a son genre de fise, hein. Parfois, il tient un outil ou quelque chose qu'il a fabriqué et ressent ce fizz. Je ressens ce fizz en ce moment. C'est encore une fois, je ne veux pas. Même si je suis payé pour ça, j'ai envie de le garder. Et l'ajustement est tellement parfait, il faut appuyer pour l'insérer, ça s'emboîte, et maintenant c'est maintenu ici. Que demander de plus pour un ajustement? Ça fait tellement longtemps, vous avez sûrement oublié que ces lames ont été forgées à partir de Damas. Mais maintenant, je dois vraiment révéler ce motif. Mais avant de pouvoir le faire, je dois vérifier que ma marque est sur les lames. Et ma méthode préférée pour graver le nom sur les lames s'appelle la gravure électrochimique. Et je pense qu'il faut mettre la patte de l'électrode ici. Mettons genre 2 de puissance. La marque du fabricant est très bien sortie. J'ai choisi de la laisser telle qu'elle pour plus de subtilité. Et maintenant que c'est fait, il est enfin temps de graver le motif dans ce damas. Je grave mes lames dans une solution d'environ 1:4 de chlorure ferrique. Elle attaque le 1084 et laisse le 15 et 20 pratiquement intacts. C'est ainsi que j'obtiens le contraste avec les zones assombries typiques du damas. Oh, waouh! Après avoir rincé le perchlorure ferrique, il était temps de passer au premier cycle de polissage. Ce que je fais ici, c'est que je polisse essentiellement tous ces oxydes foncés laissés par le perchlorure ferrique en utilisant un morceau de papier de verre grain 2500. Cela aide l'acier à mieux accepter la deuxième trempe. Après avoir poli chaque surface et angle de la lame, il était temps de passer à la deuxième étape de la gravure. Voilà, regardez ça. Après un autre lavage rapide et un polissage jusqu'à un grain de 2500, il était temps de passer à ma troisième gravure. Cette troisième gravure au café fera vraiment ressortir le contraste des couleurs du damas. Cela choquerait un enfant victorien. Je vais vérifier dans 4 heures. Je m'arrêterai si c'est bon, sinon je continuerai de plus belle. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, mes yeux ont dû s'adapter, mais c'est vraiment sombre. Laisse-moi rincer ce café. Tu vois ça? On dirait un code barre. D'habitude, quand on grave quelque chose au café avec de grandes barres claires comme ça, il y a une décoloration, mais là, c'est vraiment blanc et vraiment foncé. Vu la finition parfaite de la lame, ce serait dommage de ne pas polir les autres pièces. J'ai donc passé du temps à la meuleuse pour obtenir une belle finition grain 400 et même poli certains éléments comme le habaki. Le bois n'était pas parfait. J'ai donc dû passer du temps à boucher des trous avec de la colle cyanoacrylate. Pour finir la lame, j'allais appliquer une finition à la cire de Carnauba. Je ne suis pas encore satisfait de ma méthode, donc je ne vais pas montrer à la caméra ce que j'ai fait pour l'instant. L'huile que j'applique sur le saya est de l'huile de musaraigne. Elle protège le fourreau et fait ressortir les couleurs.
Tout comme avec la cire de Carnauba, j'ai besoin d'expérimenter un peu plus avant d'être à l'aise et de partager ce que je fais. Voilà l'avant. Oh là là, quelle différence incroyable! Il y a tellement de couleurs. C'est l'un des bois les plus incroyables avec lesquels j'ai jamais travaillé. J'ai rapidement réalisé qu'appliquer l'huile avec mon doigt n'était pas idéal. Ça m'a collé les doigts et le résultat n'était pas optimal. Alors pour les couches suivantes, j'ai mis des gants. Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça sent presque la nourriture pourrie, sans mentir. Cette nouvelle époxy sent bien plus mauvais que l'autre, mais elle est meilleure pour les couteaux, à long terme. Mon ancienne époxy n'était pas mauvaise, c'est juste qu'une fois durcie, elle devient extrêmement dure. Cette nouvelle époxy contient un nouvel agent de renforcement. Et cela fait qu'une fois durcie, elle n'est pas aussi dure et elle peut bouger un tout petit peu, ce qui garantit que le couteau durera plus longtemps. Une fois l'époxy durcie, il était temps d'enrouler la poignée. Mais avant de pouvoir faire cela, je devais percer un trou à l'extrémité pour y placer l'excédent d'enroulement et maintenir le tout en place. L'enroulement traditionnel des lames japonaises, appelé ito, utilise généralement de la soie. Cependant, j'utilise du cuir pour plus de style. Il a un aspect brillant qui donne une impression de qualité supérieure. Et il y a quelques règles à suivre quand on fait l'enroulement ito, sinon ça va juste paraître un peu bizarre. Une des choses importantes est d'alterner, de choisir quelle lanière passe au-dessus de l'autre. Traditionnellement, si une lanière est coupée au combat, l'alternance du cordon permet de garder une poignée enveloppée malgré tout. N'oubliez pas de garder un espacement uniforme partout pour éviter un aspect irrégulier. Ce serait vraiment un peu maladroit si je laissais le bois visible à l'extrémité du manche. Donc ce que je fais ici, c'est que j'enroule essentiellement le cuir à travers ce trou pour que tout le bas soit recouvert du même enroulement de cuir. D'un point de vue fonctionnel, ça n'affecte pas le tantôt, mais c'est vraiment classe. Une des particularités de cette réalisation est que l'espace dans le trou rétrécit à chaque passage, rendant de plus en plus difficile d'y faire passer le cuir. Oui. Tu vois cette fente de lumière? Je dois faire passer ça à travers. Attends, c'était facile! Oh mon Dieu! Ah! C'est en fait 1000 fois mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Oh mon Dieu, je suis au bord des larmes. C'est d'une telle beauté. Comme vous pouvez le voir, j'étais extrêmement heureux du résultat de ces deux tantôt. Elles ont fini par être presque des jumeaux, à part le damas dont elles sont faites, parce que je les ai torsadées différemment. Ce dont je suis le plus fier sur cette réalisation, la première chose, ce sont probablement les manches, parce qu'ils sont sortis impeccables. Ils étaient presque parfaits. Deuxièmement, c'est la finition que j'ai obtenue sur le damas. Comme vous pouvez le voir, cette finition à la cire de Carnauba met en valeur tous les détails. Et combiné avec la géométrie près de la pointe, le résultat il est vraiment impressionnant. J'ai beaucoup appris durant cette réalisation que je compte appliquer à ma prochaine fabrication de lames japonaises, qui arrivera bien plus tôt que vous ne l'imaginez. Beaucoup d'entre vous, fans de One Piece, m'ont demandé de fabriquer Shusui, et je vais effectivement le faire. J'ai un client et un sponsor. Je pense que ça va être l'une de mes meilleures réalisations. Restez à l'écoute pour voir comment ça se déroule. Bien que ces tantôt, soit qu'elles soient plus des pièces d'exposition qu'utilitaires, ils doivent être affûtés avant de quitter mon atelier. Étant donné le peu de temps restant pour cette vidéo, je ne peux pas détailler ma technique d'affûtage. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter mon Patreon. J'ai récemment publié une vidéo de 34 minutes où je détaille chacune de mes pierres et ma technique d'affûtage. C'est bien plus détaillé que ce que je peux aborder sur ma chaîne YouTube. Donc je vous conseille fortement d'y jeter un coup d'œil si vous souhaitez apprendre à affûter comme moi. Oh, oh mama!
c'est tellement lisse. C'est tellement bien.